Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct à la Maison d'Afrique avec Monsieur le Directeur Général, Monsieur Youssouf Kamara. Il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Bienvenue à vous. Merci Lydia. Monsieur Youssouf Kamara, quelles ont été les raisons et l'utilité d'installer une Maison de l'Afrique à Paris? Déjà, bienvenue à vous à la Maison de l'Afrique. C'est un honneur. Pour répondre à votre question, la création de la Maison de l'Afrique est une création ancienne puisque cette maison a été fondée en 1974, donc il y a 48 ans maintenant. Cette maison a été fondée à l'initiative de 3 chefs d'État sous l'impulsion de Léopold Sédar Senghor, suivi par Félix Houphouët-Boigny et Georges Pompidou, qui ont souhaité créer à Paris, dans les années 70, cette société anonyme, puisque c'est une entreprise, cette société anonyme, en lui donnant comme mission d'être une plateforme de promotion des économies, de la culture et de l'art des pays africains. Donc c'était une grande ambition pour l'époque, quand on se remet dans le contexte. Ces chefs d'État-là souhaitaient qu'à partir de la Maison de l'Afrique à Paris, les économies africaines, la culture africaine et l'art africain soient représentés à Paris en un lieu et que les porteurs de projets artistiques, culturels et économiques puissent être accompagnés pour donner de l'ampleur à leur projet. Voilà donc la raison d'être de la Maison de l'Afrique, fondée donc en 1974. Alors, c'est un modèle singulier pour prolonger un peu la question, parce que cette société anonyme est une société qui a la particularité d'être donc une société qui appartient à 10 États africains, plus un État qui est l'État français, et dans son conseil d'administration compte 11 présidents de chambres de commerce, puisqu'à la création de la Maison de l'Afrique, il a été décidé par les fondateurs que l'actionnariat serait réparti entre ces 11 États actionnaires de la Maison de l'Afrique. Alors, toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet, donc j'invite vos éditeurs à aller chercher le plus d'informations. Ce qui veut dire que les présidents des chambres de commerce de ces 11 États sont donc au conseil d'administration de la société anonyme La Maison de l'Afrique et qui participent depuis 48 ans à faire de cette institution un porte-drapeau de l'économie, de la culture et des arts africains à Paris. Très bien. Parlez-nous un petit peu de vous et de votre parcours, Monsieur Youssouf Kamara. Bon, très rapidement, moi je suis à la Maison de l'Afrique depuis un peu plus d'une année. Donc j'ai la direction générale avec pour mission de relancer économiquement cette maison qui, comme beaucoup d'entreprises, ont souffert de la crise de Covid-19. Et je rends grâce puisque aujourd'hui, à la sortie de 2022, la maison est repartie en positif en termes de résultats et avec d'énormes super projets qui sont portés par les pays également ici en France. Mais avant de rejoindre la Maison de l'Afrique, moi j'ai un parcours essentiellement de ce qu'on appelle dans le monde économique du retail, c'est-à-dire la distribution spécialisée. J'y ai passé quasiment 25 ans de ma carrière. J'ai fait tous les métiers dans la section exploitation du retail, c'est-à-dire là où on gère des magasins, là où on gère des réseaux de vente. Donc j'ai ainsi été responsable de rayon, directeur de magasin, directeur régional, directeur commercial, directeur général. J'ai dirigé une entreprise emblématique française pendant quelques années, ici en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, qui s'appelle France Loisirs. Et ma dernière expérience avant de rejoindre la Maison de l'Afrique était chez Kiabi, qui est une marque française de vêtements connue, dont j'ai été directeur des opérations pour le nord et l'ouest de la France. J'ai également, dans cette enseigne, été président de la Fondation Kiabi, assez tôt attiré par des questions d'impact sociétaux, environnementaux et humains. Voilà. Et avant ce monde de la distribution, j'ai été consultant à la sortie de mon école de commerce. Donc vous voyez un parcours plutôt de business school et puis de dirigeant d'entreprise. Très beau parcours. Merci. Multiple casquette. Merci. C'est très bien tout ça.
Ma troisième question pour vous, Monsieur Camara. Quel sens donnez-vous à votre partenariat avec le RAPEC et la GMCA, Journée mondiale de la culture afro-descendante et africaine? Alors pour moi Lydia, c'était une révélation, comme un cadeau, de recevoir comme ça l'information qu'il existait dans le calendrier décidé par l'ONU qu'une journée était consacrée à célébrer la culture africaine et afro-descendante. Donc j'ai découvert cette information-là par Madame Adja Awa Fofana, qui est ambassadrice de bonne volonté du RAPEC, qui m'a ainsi présenté M. Haïté John Dossavi, qui est donc le leader qui a porté avec son équipe, le RAPEC, la ratification de cette journée auprès de l'UNESCO. Donc je ne peux déjà, l'initiateur, donc je ne peux que déjà que les féliciter et les remercier. Donc je les ai rencontrés, ils m'ont fait part de cette information. Il se trouve que quand j'ai partagé l'information autour de moi, j'ai envie de dire 99,9% des personnes ignoraient que le 24 janvier était la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Donc de par ma responsabilité à la Maison de l'Afrique, je me suis dit que nous avions une responsabilité de donner écho à cette journée. Donc c'est avec plaisir qu'avec l'équipe du président Haïté, nous nous sommes mis au travail pour essayer de créer quelques événements pour célébrer cette journée et puis pour la faire connaître au plus de personnes. Donc je suis l'une justement des membres de ce bureau, coordinatrice générale, responsable médias et artistique auprès de la GMCA et l'APEC. Et je confirme, vous avez pris part à pas mal de réunions que nous avons dû mener tambour battant, parce qu'on était pris par les temps. Nous nous sommes rencontrés presque fin de l'année 2022, donc il fallait s'organiser pour la journée de 2023, 24 janvier. Nous avons mis la barre haute, parce que très vite, moi j'ai souhaité que l'information soit mise à disposition des pays. Donc nous avons été appelés l'ensemble des 54 pays que compte l'Afrique. Nous avons interpellé les chancelleries. Nous nous sommes mis avec quelques associations pour voir ce qu'on pouvait faire. L'idée étant que chaque Africain ou Afro-descendant, là où il est le 24 janvier, ait à minima une pensée pour l'Afrique, et si c'est possible pour lui, la célèbre. Parce que c'est ça pour moi la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Et dans notre première rencontre avec le président Haïté et le groupe de travail qui était réuni, à ma question à laquelle vous avez assisté, je lui ai dit quel est votre rêve? De quoi rêviez-vous quand vous êtes battu pour cette journée? Il m'a dit on rêve que tous les Africains, tous les afrodescendants la célèbrent. Voilà. Donc, la célèbre, que nous soyons unis. Exactement. Donc modestement, à la Maison de l'Afrique, nous, on va faire en sorte que ce jour-là fasse date. Donc on a prévu un certain nombre d'événements, un certain nombre de choses pour mettre en lumière la culture africaine et afrodescendante. Comme j'ai dit tout le temps, c'est sur notre drapeau haïtienne, l'union fait la force. Exactement, l'union fait la force. Et l'Afrique alors, encore une fois, je salue l'existence de cette journée. Pour moi, c'est beaucoup d'émotion de savoir que dans le calendrier, il y a un jour pour la culture africaine. C'est très important. Désormais, on le sait. On le sait, oui. Nous allons célébrer celle de 2023. Nous prendrons nos dispositions pour que celles qui viennent dans les années qui suivent et les décennies qui suivent soient fêtées avec plus grande ampleur. Donc, au niveau de la Maison de l'Afrique, dans nos locaux, nous ferons l'événement à la dimension de ce que nos locaux peuvent nous permettre de faire. Et justement, j'allais vous poser la question, que comptez-vous faire justement à ce sujet le 24 janvier prochain? Alors, de par la taille de nos locaux, on a été obligé d'être sélectif dans les événements. Nous allons avoir un temps autour de l'art. On a un peintre du nom de Barreau, afrodescendant, qui viendra présenter ses œuvres toute l'après-midi du 24 à la Maison de l'Afrique. C'est une forme de flânerie artistique que nous allons proposer. En fin de journée, le 24 janvier, nous allons avoir une conférence où nous allons faire témoigner des afrodescendants qui sont donc 2 hommes et 2 femmes qui ont toute une histoire
à raconter autour de ce qu'elles ont vécu. Donc l'une d'entre elles est réalisatrice, l'autre est écrivaine. Alors, voilà, les noms m'échappent puisque le programme est en train d'être finalisé. Et nous avons un comédien, un comique africain qui va venir aussi mettre un peu d'ambiance dans la soirée. Il s'agit de Seydou Abacha. Et puis nous terminerons par un cocktail. L'idée étant que sur cette journée-là, on est passé un moment autour de la culture africaine, un moment aussi d'inspiration, parce que la trajectoire de ces personnes racontées en conférence permet aussi aux auditeurs d'entendre des belles histoires, parce que l'Afrique a des belles histoires de personnalités à raconter. Et puis rire aussi avec Abacha, parce que l'Afrique c'est le continent où on rit, c'est le continent où on est heureux. Et la culture africaine porte le rire en elle, voilà, le sourire et le bien-être. Donc on va essayer de l'exprimer à travers cet artiste-là. Et puis on terminera par un moment convivial, parce qu'en Afrique, tout se termine par du convivial. Merci, très bien. Quel est le mouvement justement de la diaspora africaine pour la Maison de l'Afrique? Les diasporas africaine pour la Maison de l'Afrique compte beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on parle de la diaspora africaine, mais on devrait parler des diasporas africaines. Parce qu'il y a plusieurs diasporas africaines. Les diasporas, elles sont fonction des territoires d'origine. Elles sont fonction de l'histoire avec le territoire d'origine. Sommes-nous en Europe ou aux États-Unis ou en Asie de la première génération, la deuxième ou la troisième? Ça ne constitue pas la même diaspora. Les conditions sociales dans lesquelles nous sommes en immigration constituent une autre forme de diaspora. La diaspora de personnes instruites n'est pas la même diaspora que de personnes non instruites, etc. Donc voilà, donc, dans cet écosystème des diasporas africaines, la Maison de l'Afrique, depuis sa création, a joué un rôle fédérateur autour de projets. Surtout artistique et culturel, parce que ça a été les volets qui ont été le plus développés à la Maison de l'Afrique dans les années 80, 90 et début 2000. Aujourd'hui, avec le repositionnement de la Maison de l'Afrique, à côté des projets artistiques et culturels qui sont accompagnés, il y a un volet économique très important qui se développe à la Maison de l'Afrique, dans lequel les diasporas ont un rôle important. C'est tous les projets à impact économique, à impact social, sociétal sur le continent africain. Nous avons des diasporas africaines, des membres des diasporas africaines qui aujourd'hui sont porteurs de projets à partir de l'Europe ou à partir des États-Unis, mais avec un impact en Afrique. Donc quand nous avons connaissance de ces projets qui sont instruits et qui sont dans une phase de prototypage ou de mise en place, on arrive à les accompagner pour les faire ici en Afrique. Donc j'ai envie de dire que la Maison de l'Afrique est une oreille à ce que chacune ou chacun des membres des diasporas africaines a comme envie de porter un projet pour l'Afrique, qu'il soit artistique, qu'il soit culturel, qu'il soit économique, qu'il soit social. Nous, on prendra le temps de regarder avec eux ce qui est possible de faire. Nous ne pouvons pas répondre à tout, d'autant plus que nous ne sommes pas un fonds de financement. Nous n'avons pas des sommes à distribuer à des projets. En revanche, nous avons un écosystème de professionnels qui sont capables de prendre un peu de temps pour regarder les projets des diasporas et puis de les ajuster de façon à leur permettre d'être une réussite dans la réalisation. Parce que notre expérience nous montre que des belles idées, déjà pour les amener au stade de projet, c'est beaucoup de travail. Et souvent, ceux qui ont des idées n'ont pas la compétence pour passer de l'idée à un projet. Et une fois qu'on a le projet, la mise en œuvre, c'est la clé du succès. La qualité du projet ne suffit pas à en faire un succès, que ce soit rentable ou économique pour la personne qui porte le projet. Donc là aussi, la Maison de l'Afrique peut jouer un rôle pour être dans le prototypage. J'aime bien cette notion de test and learn que les Américains utilisent beaucoup, qui est d'apprendre un peu sur le terrain
et ne pas ressasser des projets pendant des années et des années et penser qu'on va sortir de son bureau, de son ordinateur à quelque chose qui est tout fait, qui est un plug and play, ça ne marche pas. En fait, c'est mettre en œuvre, ajuster au fil du temps en fonction des premiers résultats et essayer de faire en sorte que le projet ressemble le plus possible à l'ambition qu'on avait au départ. Donc les diasporas sont un vrai élément majeur dans l'écosystème de la Maison de l'Afrique nouvelle, j'ai envie de dire, parce que nous pouvons jouer un rôle dans le changement d'échelle des projets qui sont portés par les diasporas. Nous pouvons jouer un rôle dans la mise en relation avec des acteurs ici en France ou en local dans les pays pour accompagner les projets. Certes, nous ne sommes pas intrinsèquement ni un incubateur ni un fonds d'investissement, mais nous avons un écosystème économique et politique en Afrique qui peut nous permettre d'aider des projets avancés. Vous êtes là pour aider ces projets dans de bonnes conditions, c'est bien ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Très bien. Quel est l'apport des autorités africaines pour cette entreprise, M. Camara? Le premier apport des autorités africaines pour cette entreprise, c'est déjà de l'avoir créée. Donc il y a 48 ans. Le deuxième apport, c'est de l'avoir rendu périn. Je le dis parce qu'il faut savoir dire les choses aussi quand elles sont positives. Je ne pense pas, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas d'entité économique panafricaine qui a 48 ans et qui est encore présente depuis sa création à Paris. Donc ça, je dois le saluer. Donc la gouvernance est leur rapport. C'est-à-dire que d'avoir ce conseil d'administration qui est tenu par des autorités économiques de leur pays qui savent orienter l'entreprise est vraiment un atout pour la Maison de l'Afrique. Le deuxième apport, c'est l'entremise qu'ils font avec les pays. C'est-à-dire que précédemment, on parlait de projet. À partir du moment où j'ai un projet qui va avoir un impact dans un pays dont le président de la Chambre de commerce est à mon conseil d'administration, vous voyez très bien, Lydia, que ça va être plus facile de toucher les intermédiaires ou en tout cas les partenaires qui peuvent permettre au projet de prendre corps. Donc voilà aussi un apport des autorités africaines au travail de la Maison de l'Afrique. Et puis, en dernier, je dirais, c'est vraiment des facilitateurs pour toutes les missions que nous menons en Afrique. Beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien et vous faites bien de souligner cette notion de soutien parce que quand on porte des projets quels qu'ils soient, le plus fondamental, c'est le soutien. Par moment, on peut être amené à les réduire à la finance. Moi, je rencontre beaucoup de porteurs de projets qui ne cherchent qu'une chose, c'est l'argent. Si l'argent faisait le succès de l'entreprise humaine, ça se saurait. Les territoires potentiellement intrinsèquement riches ne sont pas les plus épanouissants ou les plus épanouis. Ça ne suffit pas. Le soutien, c'est les compétences. Le soutien, c'est le réseau. Si vous arrivez dans un pays avec un projet et que vous êtes des diasporas et que vous avez quitté votre terre natale depuis X années ou X décennies, vous ne connaissez personne, vous allez avoir le plus beau projet et plein de millions qui n'y arrivera à rien. Donc l'écosystème, le réseau, le soutien sont fondamentaux dans l'investissement d'un projet. La confiance, elle naît des rencontres, elle se muscle avec les rencontres. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Moi, je fais partie des personnes qui donnent assez facilement sa confiance parce que je pense que tout le monde est digne de confiance sur un aspect de son être. En revanche, il faut que cette confiance soit musclée dans le temps, soit entretenue, soit consolidée et surtout pas trahie. Surtout pas trahi. Surtout pas trahi. Surtout pas. Surtout pas. Au-delà de la célébration de la GMCA le 24 janvier prochain, que nous réserve la Maison de l'Afrique comme activité cette année 2023? Oh, 2023, grande question, Lydia. Grande question, c'est une année importante pour la Maison de l'Afrique, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure en début de discussion, elle sort d'une phase de restructuration, donc 2023 c'est l'accélération.
Donc notre ambition en 2023, c'est que dans chacun des pays du conseil d'administration de la Maison de l'Afrique, nous ayons posé à minima une action ou une mission de promotion économique. Ça, c'est vraiment la première ambition que nous avons pour 2023. La deuxième ambition que nous avons pour 2023, c'est un projet très structurant sur la question des marques africaines. Donc nous menons un très grand projet accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, un grand projet d'identification, de certification et de promotion des marques africaines. C'est un projet qui est né en 2018 dans les conclusions du livre blanc de la Maison de l'Afrique, où il était notifié une évidence que beaucoup d'Africains ou même d'observateurs économiques dans le monde ont constaté. L'Afrique a un déficit de marques connues. Et l'Afrique a une relation à la marque qui ne lui permet pas de tirer profit de ce que la marque crée comme valeur dans l'activité humaine. Alors qu'on le sait, je le dis dans un terme qui choque quelquefois, mais dans l'activité humaine, aujourd'hui en tout cas, quand vous n'êtes pas une marque, vous n'êtes rien. Entre deux produits, deux activités, l'un est une marque, l'autre ne l'est pas, celle qui n'est pas une marque n'existe pas. Donc c'est la raison pour laquelle, à la Maison de l'Afrique, nous avons un ambitieux projet qui va nous amener sur plusieurs années, parce que le continent africain est vaste, sur plusieurs années, de donner l'opportunité aux marques africaines, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur jeunesse, quel que soit leur territoire de création, quel que soit voilà, à partir de l'identification de leurs valeurs intrinsèques de marque, mais de les identifier, de les accompagner à être certifiés, de les promouvoir de façon à doter l'Afrique de marques qui, dans quelques années, permettraient aux Africains de répondre à la question de quelles sont les 3 ou 4 marques africaines que vous connaissez. À chaque fois que je pose cette question à des Africains ou des Afro-descendants, je suis circonspect de leur silence. Quand je leur pose des questions sur des marques européennes ou américaines, c'est instantané, elles savent les citer. Et quand je pose des questions sur des marques africaines, il n'y a pas de réponse. Donc nous allons tâcher de combler ce déficit. L'Afrique, c'est un continent très jeune. Il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de designers, beaucoup de talents. Énormément. Oui. Énormément. Il y en a eu depuis des décennies, on va dire des siècles. Souvent, sont passés avec leurs œuvres. C'est-à-dire que l'œuvre de leur vie ne leur a pas survécu, ce qui est dommage. Ici en Europe, moi j'ai travaillé dans une entreprise pendant 12 ans. Le groupe auquel j'appartenais, j'ai été ému quand je fus invité à l'Opéra de Berlin à l'époque pour fêter les 175 ans de la marque de l'entreprise. C'est impressionnant. Oui, bien sûr, c'est pas qui a pris. Non, Bertelsmann, qui est un groupe allemand. Donc voilà, en Afrique, qu'est-ce qu'on pourrait célébrer de 175 ans d'une Afrique qui a 6 ou 7 siècles d'excellence à proposer. En ce moment, je lis beaucoup sur le Moyen-Âge africain. C'est passionnant, ce qui se passait au XIIe, XIIIe siècle en Afrique, avec ses empires très riches, etc. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Donc voilà, donc la marque a ceci d'impactant qu'elle déjà, c'est une valeur en soi, déjà c'est une valeur. On parle de quelques centaines de milliards d'euros ou de dollars sur la question de la marque, déjà c'est ça. Deuxièmement, c'est structurant, parce que quand on a une marque, on a une obligation de standard, donc ça élève sur l'exigence du travail, ça élève sur la notion de qualité, etc. Ça a une valeur de pérennité, c'est quand on crée quelque chose, ça ne disparaît pas avec nous. Ça nous survit. Ça a une qualité de croissance, parce qu'avec une marque, c'est plus facile d'aller préempter d'autres marchés. Souvent, je suis confronté à cette question-là à la Maison de l'Afrique,
quand on me dit ouais, j'arrive pas à pénétrer le marché français avec nos produits, etc. Alors je ne réponds pas de façon lapidaire, vous n'êtes pas une marque. Mais j'ai envie de dire, vous avez un déficit quand vous n'êtes pas une marque. Voilà, et enfin, ça a une vertu de rentabilité, parce que quand on est une marque, on peut commencer à positionner des niveaux de valeur d'échange qui peuvent être rétribuables à bon niveau pour le porteur de la marque. Voilà donc un très très gros projet qu'on a amené. Et ensuite, en 2023, j'aimerais arriver à mettre en place un protocole de relations avec les porteurs de projets du diaspora, parce que du coup, la Maison de l'Afrique a une visibilité beaucoup plus grande, donc je suis confronté à beaucoup de sollicitations, et comme je ne veux pas frustrer mes sœurs et mes frères qui me sollicitent, mais nous, ça nous fait beaucoup de travail dans le back-office, comme on dit. Donc voilà, l'idée c'est de structurer pour voir comment la Maison de l'Afrique peut jouer ce rôle de plateforme d'intermédiation entre les porteurs de projets afrodescendants et le continent. Je suis certaine que vous allez réussir en tout cas. Merci Liliane. En tout cas, on est motivé pour. Voilà, on va rester positif. Hein. Yes. Très bien. Ma dernière question, quel message voulez-vous transmettre à nos auditeurs, aux internautes, aux téléspectateurs en dernier mot, M. Youssouf Kamara? En dernier mot, c'est déjà mes vœux, parce que nous sommes en janvier. Donc à vous tous, je formule pour vous des vœux pour que l'année 2023 soit pour vous une très belle année, en pleine santé, puisque nous sommes dans une période où la santé est précieuse, et que cette année soit une année épanouissante pour vous et qu'elle voit se réaliser tous vos projets. Alors moi, mon envie, en étant à la Maison de l'Afrique, c'est que je participe à faire prendre conscience aux Africains et aux Afro-descendants que l'Afrique doit tracer sa voie singulière, liée à son continent, liée à son histoire, liée à la particularité de son tissu social et économique. Elle doit tisser sa voie d'épanouissement, qui n'est pas une voie de développement uniquement financière ni économique, mais une voie d'épanouissement de chacun des Africaines et des Africains avec ses filles et ses fils. Voilà mon message et j'espère que 2023 sera l'année pour amorcer cela. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis encore bonne continuation. Merci Liliane. C'était un grand plaisir de vous recevoir et puis on se retrouve pour célébrer la culture africaine et afrodescendante le 24 janvier. Nous étions à la Maison de l'Afrique avec monsieur le directeur Youssouf Kamara pour cette belle interview avec Radio Passion Culturelle et les autres médias concernés. À bientôt.